Une demi-heure d'information pour décrypter l'actualité de nos régions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, à Boaké, vous le verrez, les usagers de la route se familiarisent à la signalisation horizontale, encore appelée marquage au sol, et il reste encore méconnu, pourtant il a une valeur prescriptive et rend le trajet plus sûr. Et nous ferons également un tour à Zouaounian où la présence de la société des Minditi a profondément transformé le quotidien des populations. Si l'activité minière y a favorisé le développement économique, elle n'est toutefois pas sans conséquences. Les impacts de la mine sur le quotidien des populations à suivre dans ce journal. Le Yepri, ou la fête des ignames en pays abbé, un événement annuel qui nous conduira dans ce journal à Aurès-Krobou, dans le département d'Agboville. Au-delà du festin, cette 10e célébration a été une occasion pour les fils de la région de renforcer les liens de fraternité. Encore une fois, bienvenue à tous. Première escale de cette édition Boaké. Nous sommes dans la région de Gbeke pour parler de sécurité routière. Bien souvent négligée par les usagers, la signalisation horizontale, encore appelée marquage au sol, joue pourtant un rôle essentiel dans la circulation. Elle guide les conducteurs, elle délimite les voies et dans certaines situations, elle prévaut même sur la signalisation verticale. Que signifient par exemple les bandes blanches et toutes les autres signalisations horizontales? Suivons ensemble les explications dans ce reportage de Boubacar Silla et Léon Brou. Ce ne sont pas des signes anodins. Ces marques et marquages sur la chaussée aident et guident les usagers de la route, piétons, motocyclistes ou automobilistes. Ouais, il voit sur le goudron mais il ne connaît pas la certification. Il ne maîtrise pas trop, mais c'est qu'il voit un peu dedans. Là. Quand tu vois les banques blanches là, c'est-à-dire non, toi, tu ne dois pas traverser par l'autre côté, sur l'autre sens là. Avant d'arriver à l'auto-école, je voyais des marquages sur le trottoir, mais je n'arrivais pas à distinguer. Aujourd'hui, avec la formation, j'apprends à lire maintenant ces différents marquages-là. Ces marques et marquages font partie de la grande famille des signalisations horizontales. C'est le cas des lignes de rive qui délimitent la route, les lignes continues ou discontinues, les lignes de dissuasion ou d'avertissement à chaque signe, son sens. On ne fait pas de dépassement aux côtés d'une ligne continue. C'est aux côtés de la ligne discontinue que nous pouvons effectuer un dépassement. Il y a la ligne discontinue aussi rapprochée qui tente bientôt à devenir une ligne continue. Là aussi, le dépassement est interdit. À ces signalisations s'ajoutent les flèches de rabattement et les flèches directionnelles, tous des signes indispensables à la sécurité routière, mais très souvent non respectés ou tout simplement ignorés. À proximité des virages, on trouve des flèches directionnelles. Et aussi, lorsque on constate que sur la chaussée, la circulation n'est pas trop, on met ces gens de flèches pour pouvoir indiquer au conducteur que la route que l'on de prendre, elle donne une tournure à ce niveau. Seulement bien perçues des piétons, les signalisations des dangers ou les interdictions de passage. Les signalisations horizontales comme les lignes de dissuasion ou les flèches directionnelles sont ignorées. Ici pourtant, des sanctions. Pour les piétons, le code de la route oblige à traverser uniquement sur les passages dédiés et prévus à cet effet. En cas de non-respect de cette signalisation horizontale, l'article prévoit une amende de 2000 francs. Pour les automobilistes et les motocyclistes, le non-respect constitue une infraction punie de 5 000 à 20 000 francs CFA avec un possible retrait de points sur le permis. Visée par les sanctions, la sécurité routière. Faut-il en effet des comportements responsables vis-à-vis des signalisations horizontales? En tant qu'automobiliste, respectez les bandes blanches. Même s'il y a un piéton qui est déjà engagé sur les bandes blanches, laissez le piéton traverser. Parce que cette partie de la route est réservée pour eux. Mais lorsque le feu aussi est rouge, que vous venez vous immobiliser sur les bandes blanches, le piéton ne sait pas où il doit traverser. Les lignes au sol ne sont pas là pour décorer. Respecter la signalisation, c'est faire preuve de civisme. C'est l'affaire de chacun. Ensemble, luttons pour réduire les accidents de la route.
Elles indiquent les trajectoires, les interdictions et les zones de danger. Les signalisations horizontales sont des outils intuitifs qui fluidifient la circulation. Les respecter, c'est prévenir tout accident de la circulation, donc garantir la sécurité routière. Cap à présent sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Zouaounien précisément, où l'exploitation de la mine d'Ity a profondément transformé le quotidien des populations. Alors si l'activité minière a favorisé le développement économique et a même créé de nouvelles opportunités, eh bien, elle s'accompagne aussi de nouveaux défis, notamment la hausse du coût de la vie. Comment les riverains vivent-ils cette cohabitation avec la société minière? Qu'est-ce qui a réellement changé dans leur quotidien? Réponse dans ce dossier réalisé par Ange Quadio. Pour de nombreux jeunes, la mine représente une opportunité d'emploi dans une région où les perspectives sont parfois limitées. Aujourd'hui, grâce à la mine, je m'en sors tant bien que mal. J'arrive à m'occuper de ma petite famille, à m'occuper des parents qui ne sont pas peut-être ici. J'ai travaillé la mine pendant 19 ans. Il y a eu des changements. C'est-à-dire que ça a réduit le coût du chômage. L'un de nos amis, nos frères, d'autres ont échoué le bac aujourd'hui, ils sont responsables, cadres à la mine. Les habitants de Zouaounien constatent également une mutation de leur cité. De nouvelles bâtisses sortent de terre. Les commerces et autres services se sont développés, contribuant à la dynamique de l'économie locale. Grâce à l'entreprise La Mine, nous arrivons à faire des chiffres qui nous permettent un peu d'évoluer dans le business. La nourriture marche grâce aux miniers parce qu'ils descendent le soir, ceux-ci viennent se regrouper pour pouvoir se distraire. La mine, à travers la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, a permis la réhabilitation des écoles et des centres de santé, accompagnant par ailleurs la municipalité dans la mise en œuvre de projets structurants. Nous avons la structure Endeavour Mining avec qui nous avons des rapports corrects. C'est une collaboration j'ai envie de dire, de soutien mutuel. La mine, pour nous, a ce gros impact-là sur les villages dits environnants, donc de sa zone d'action. Et la mine aussi, par extension, aujourd'hui agit beaucoup, j'ai envie de dire, depuis quelque temps en ville, dans tous les domaines qui concernent notre vie au quotidien. Au niveau de l'école, je sais qu'au niveau du lycée, il y a eu un bâtiment de 3 classes qui a été construit et offert à la population. Au niveau de l'eau, nous avons travaillé en étroite collaboration, surtout sur ce projet. Cependant, ces retombées positives sont souvent entachées de nombreuses préoccupations. Les populations dénoncent le coût élevé des loyers et des denrées alimentaires. Cette cherté de la vie, certains l'associent à la présence des mines dans leur ville. Sur les marchés, les prix connaissent une flambée. Depuis que le ASMI est venu, tous ceux qui sont pratiquants à Zouaouen nous prennent tous pour des miniers. Pourtant, moi, je suis un simple éducateur à Zouaouen. Vous allez quelque part, pour une maison qu'on devait louer à 15 000 francs, ça revient à 205 000 francs parce qu'on vous dit que vous êtes à ASMI. Pourtant, moi, je ne suis pas à ASMI. Voici le revers de la médaille qui est là. Un taxi moto qui doit prendre 200 francs quelqu'un, vers la fin, il se trouve à 400 parce qu'il se dit que vous êtes un minier. Vraiment, les trucs sont trop chers. Les condiments, piments, oignons, tout ça là, mais on est obligé de faire. Donc, c'est pourquoi on est là à se débrouiller un peu. Les aubergines, gombo, les piments, on prend ça cher. Ça ne quitte pas d'ici, donc c'est pourquoi on fait ça cher. Pour d'autres, les raisons sont à chercher ailleurs. La main-d'œuvre locale, par exemple, a déserté les champs. Pour ce côté-là, ils le rejettent sur la mine parce que tout simplement toute la main-d'œuvre se rue vers la mine. Sinon, il faut dire que cette cherté de la vie est due qu'on a une pénibilité d'avoir les denrées alimentaires. Tout vient de l'extérieur, soit de Mans, en tout cas de d'autres zones. Donc pour ceux-mêmes qui produisent ici, ça ne peut même pas tenir ne serait-ce qu'un trimestre. Les gens ne travaillent pas, nous tous sommes au marché maintenant. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va partir en brousse. Donc quand on voit un peu là, on fait cher. Les responsables des sociétés minières, pour leur part, précisent que le véritable défi des Zouaouniens reste la formation des jeunes et une prise de conscience collective de ses habitants quant à ce qu'ils doivent réellement percevoir venant de ces structures. Je pourrais même dire que la communauté de Zouaouen ne jouit même pas à 30% des retombées de la mine. Je pèse mes mots. Si aujourd'hui, le fonds qui devait être utilisé
au profit de la communauté, pour que la communauté jouisse en cela. Si le fonds est parfois utilisé lentement ou voire n'est pas utilisé, l'emploi de ce fonds n'est pas optimisé, ça ne manque pas de la responsabilité de la Binditi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, notre compétence au niveau de zonier, au niveau de notre communauté, notre département, notre compétence est désorganisée. Il n'y a pas un cadre qui pourrait réorganiser, structurer notre compétence afin de jouir ou de pouvoir optimiser le contenu local. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à la présence des compétences extérieures qui viennent vraiment occuper ce qui devait revenir de droit aux compétences locales. À Zonien, si l'on assiste désormais à un bouleversement des habitudes dû à la présence des sociétés minières, force est de reconnaître qu'une cohabitation avec ces structures peut contribuer à un développement harmonieux de la localité, si chaque partie joue pleinement sa partition. Entre désenclavement, emploi jeune, développement des infrastructures et relance de la filière cajou, la ville de Mankono poursuit sa transformation. Mais où en est réellement la commune et quels défis restent à relever? Le maire de Mankono, Vagbama Tambla, fait le point sur les actions engagées et les perspectives de développement. Dans votre rubrique Savoir Plus de ce dimanche, il répond aux questions de Yafolo Soro de Zane. Monsieur Tambla, maire de la commune de Mankono, bonjour. Bonjour, Madame Soro. Monsieur le maire, vous avez franchi le cap de la mi-parcours de votre mandat de 5 ans. Alors, quel bilan dressez-vous de cette première période? Quand nous avons été élus, c'était sous une bannière qu'on a appelée Ensemble Bâtissons Mankono, EBM, qui s'inspire du modèle même du président de la République, qui, depuis le début de son mandat, a dit « vivre ensemble ». Vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est avoir une même vision et puis bâtir une nation dans la prospérité, mais surtout dans la solidarité. Et cette vision-là, il fallait décliner aussi en action, des réalisations. Mais c'est pour des réalisations. Quand nous avons été élus, la mairie de Mankono n'avait pas d'engin. Aujourd'hui, on peut dire, sans nous tromper, que nous avons 5 véhicules. Et je dirais que Mankono n'avait pas d'engin. Aujourd'hui, avec le concours de la nagette, nous avons au moins une dizaine d'engins. De un seul tracteur, nous sommes à plus de 10 aujourd'hui. Parallèlement à ça, vous avez constaté la mairie de Mankono est dans les locaux de l'ancien bâtiment du PDCI RDA, qui est inadapté. Nous avons décidé d'achever, de construire une mairie digne d'un chef-lieu de région. Aujourd'hui, vous pouvez constater que dans la ville de Mankono, il y a les taxis. Mais je dirais bien aussi, il y a le marché de Ousoula que nous allons livrer très bientôt. Nous avons fait ce qui n'avait pas été encore fait à Mankono ici. Mais on n'est pas satisfait parce que nous sommes très ambitieux. Okay. Nous voyons grand pour notre ville et nous allons réaliser encore beaucoup plus grand que cela. Monsieur le maire, le projet d'extension au réseau électrique local et le bitumage de certains axes routiers principaux de la commune de Mankono. Déjà, même à partir de 2011, nous, l'électrification au niveau de la commune de Mankono était autour de peut-être 15 à 20%. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 95% d'électrification. Je dirais que tous les villages sont électrifiés. Et ce que nous avons à faire à titre principal aujourd'hui, c'est les nouveaux lotissements qui ont été faits avant nous. Et nous devons faire les sorties de routes à l'effet de l'électrification. Là, je remonte même encore depuis le président Bédié. Mankono a eu ses actes intérieurs beaucoup bitumés. Et le président Ouattara est venu très renforcer ça. Et pour ceux qui passent à Mankono, constatent que nous avons quand même un axe assez beaucoup bitumé. Et Mankono étant enclavé à son temps, le président, dans sa politique de désenclaver toutes les régions, nous avons obtenu le bitume de Boaké à Mankono, le bitume qui s'arrêtait à Téningwe. Et à la faveur de cela, on a eu quelques kilomètres de bitume qui ont été attilés dans la ville. D'accord. Alors, monsieur le maire, au-delà de tout ce que vous avez cité comme action tangible qu'on peut vérifier dans la vie de Mankono, quelles sont aujourd'hui les priorités? Qu'est-ce qui reste à faire encore pour vous qui est urgent? Quand nous avons pris fonction, nous avons créé une police municipale. Et nous avons créé d'autres vecteurs, générateurs d'emploi. Mais il faut
que les jeunes soient occupés. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacarde. Et le Béret est la première région productrice d'anacarde. Nous n'avons pas d'usine d'anacarde. D'accord. Justement, sur la question de l'anacarde, on sait que nous sommes dans une zone de production de l'anacarde. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la fuite des noix de cajou vers des pistes clandestines. Est-ce qu'au niveau de la mairie, vous en parlez? Est-ce que vous essayez de trouver des solutions à cette problématique-là? Ces fuites-là, principalement, sont en dehors du périmètre communal. Et c'est beaucoup plus de la responsabilité du préfet de région et du président du conseil régional, avec qui, je dirais bien le président du conseil régional, nous avons une vision commune. Et nous sommes en harmonie et nous réfléchissons là-dessus. Parce qu'il faut contenir ces formes de fuite et je dirais ces formes de fraude qui, non seulement sanctionnent la région, mais c'est corrosif même des recettes pour l'État ivoirien lui-même. Parce que c'est une sorte de mafia que l'État cherche à combattre. Les structures décentralisées et déconcentrées doivent s'y mettre. Donc ça préoccupe à plus d'un titre la mairie de Mankono. Alors, à Mankono, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont légion. Est-ce que la mairie a des solutions pour régler ce genre de conflit? Nous voulons cantonner, au moins circonscrire, le déplacement de ces éleveurs-là, et puis aussi les cantonner dans des espaces où, au moins, ils ne vont pas alors piétiner sur les plantations. Dans notre vision, on est en train de faire un pacte, ou animalier, où on va contenir ces trucs-là, parce que ça nous permet aussi de contenir la divagation des animaux sauvages. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous ne sommes pas loin de l'année 2028, qui est la fin du mandat des maires élus en 2023. Quelle vision avez-vous pour Mankono d'ici 2028? Le développement qui se définit comme une croissance durable, il faut, dans nos prévisions, il faut créer la croissance et la rendre durable. La rendre durable, c'est quoi? Je dirais la création d'emplois, oui, qui peut être en soi-même générateur de richesse, et puis aussi les richesses volatiles, il faut les capter. La vie est une conquête, la réussite est une conquête, le succès est une conquête. Et nous sommes à la conquête de ces éléments-là qui peuvent changer la donne chez nous, ici à Mankono. On veut être sur les mêmes normes que les grandes communes de Côte d'Ivoire. En somme, il faut multiplier tout ce qui peut créer la richesse. La richesse pour Mankono, la richesse pour contenir la jeunesse ici à Mankono, la richesse pour être en harmonie avec l'élan que le président Ouattara a injecté à notre nation là surtout. D'accord. Alors, monsieur le maire, on est pratiquement au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit peut-être de la population, des cadres du Mankono, ou bien des investisseurs pour vous aider dans cette tâche noble que vous êtes tenté d'accomplir? Nous avons la particularité ici d'être une zone paisible, où il n'y a pas de conflit de religion, il n'y a pas de conflit entre autochtones et allogènes. Donc j'invite tout le monde à s'intéresser à cette ville qui est paisible, qui est très futuriste. J'ai une pensée qui me plaît beaucoup de Jean-Paul Sartre, qui disait « Tout n'est pas de savoir ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous ». Mais surtout, il y a une pensée fondamentale du Coran, une prescription. Dieu dit « Je ne change l'état d'un peuple que si ce peuple change ce qu'il a en lui-même ». Dieu est amour. Cultivons alors l'amour et nous gagnerons et sur terre et dans l'au-delà. Ok. Merci à vous, monsieur Vagbamba Tambla. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Mankono. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour le Journal des Régions sur RTI 1. Voilà, vous venez de suivre Vagbamba Tambla, le maire de la commune de Mankono, donc qui accordait une interview exclusive au Journal des Régions. Je vous invite à présent à découvrir l'autre face de Mankono, la capitale du Béret.
Traverser ou périr, voilà le dilemme quotidien des habitants de Koko-Djan-Campement. Pour rentrer ou sortir de ce village de la région du Béré, il faut oublier la peur, il faut défier le vide et surtout affronter ce pont de fortune ultra dangereux. C'est la seule issue pour les plus courageux qui souhaitent se déplacer au quotidien. Koko-Djan-Campement, voyage au bout du calvaire, c'est un dossier proposé et réalisé par Yafolo Soro de Zane. C'est un exercice d'équilibriste quotidien et permanent. Dans la sous-préfecture de Marandala, département de Mankono, au cœur de la région du Béré, les habitants de Koko-Djan-Campement jouent leur vie à chaque traversée. Ce pont de fortune fait de troncs d'arbres constitue pourtant l'unique cordon ombilical qui relie plus de 1000 âmes de ce village au reste de la région du Béré. Ici, chaque déplacement se transforme en calvaire. Ce pont, construit par les populations avec les moyens de bord, cède régulièrement pendant la saison des pluies. Pour les enfants qui se rendent à l'école ou pour les malades qui doivent rejoindre les centres de santé de Marandala, la sous-préfecture la plus proche, l'obstacle est parfois infranchissable. De nombreuses personnes ont été victimes de ce pont. On prend les fagots sur les têtes pour entrer dans l'eau. C'est trop difficile à traverser cette eau. Je m'habite dans un village qui est sur le côté là-bas, c'est très très loin. Et je viens faire mon machin. Si l'eau remplie, je ne peux pas traverser l'eau. Il faut dire que je fais 2 semaines dans le village avant de traverser l'eau pour venir au champ. Chaque année, on est dans ça toujours. Chaque année, on est dans ça. On fatigue toujours. On ne trouve pas la solution. Comment on peut construire cette pont et pouvoir passer? On ne pourra pas. On n'a rien. Même pour faire venir les nourritures dans le village, on ne peut pas. On ne peut pas traverser. Deux fois aussi, sans la manga de la nourriture, on ne s'en va payer la nourriture après ça avant de manger. C'est très très difficile pour nous. Le Béré est une grande zone agricole. Elle produit plus de 17 000 tonnes de noix de cajou. Pourtant, l'enclavement de ce campement asphyxie l'économie locale. Les acheteurs refusent de s'aventurer sur cette infrastructure de misère. Les pertes financières se chiffrent en millions pour ces familles rurales. Camion, petit camion peut passer aller chercher coton au venir. Donc on attend. Si l'eau ça descend beaucoup, maintenant on fait venir les cultures au village. Même sur riz, maïs, coton, ça attend ce qu'a fait venir, on fait venir au village. À cause du pont gâté, les autres produits, ça se garde derrière l'eau là-bas. Face à ce danger de mort permanent, la population de Koko-Djan-Campement lance un cri de détresse. Elle espère une réaction rapide des autorités pour la construction d'un pont moderne et sécurisé avant qu'un drame ne survienne. On demande aux autorités, ils n'ont qu'à nous aider pour pouvoir construire notre pont. Chaque année, on arrange, ça ne va pas. Quand on arrange, si l'eau vient, ça tombe. On reste au village. On ne va pas au champ, on ne va pas dans d'autres villages, on reste au village. Si on vient nous aider, ça va nous arranger. Selon le sous-préfet de Marandala, ce pont de fortune est d'une importance capitale car il relie 3 sous-préfectures de la région du Béré et sert de trait d'union entre 3 grandes régions de la Côte d'Ivoire, le Béré, le Poro et le Hambol. Il exhorte à la patience. Je peux les rassurer que l'État n'a pas oublié ces ponts. Il faut patienter un peu seulement et ça va se faire. Mais on ne peut pas tout faire le même jour. Et dans quelques mois, dans quelques années, ça sera un mauvais souvenir. Plus qu'une simple route, ce pont est le symbole d'un désenclavement vital pour cette localité. En attendant que les promesses de bitume et de béton ne se concrétisent, les habitants de Koko-Djan-Campement continuent chaque matin de défier le vide. Avec une seule interrogation, combien de temps encore tiendront ces troncs d'arbres en guise de salut? Pour les habitants, ce n'est pas seulement un problème de transport, c'est une question de survie. À l'heure où le développement des infrastructures rurales est une priorité nationale, ici on se sent totalement oublié. Un pont en béton, une aide matérielle, un geste de solidarité, la survie de toute une communauté dépend désormais de la générosité de chacun.
Changement d'ambiance à présent et direction au Rescrobo dans le département d'Agboville où tradition et développement avancent main dans la main. À l'occasion de la 10e édition du Yepri, la fête de l'igname, les filles et les fils de la localité se sont retrouvés pour célébrer les premières récoltes, mais aussi pour réfléchir à l'avenir de la communauté. Cette année, l'éducation est au cœur des échanges. Retour sur les festivités du Yepri 2026 avec Godefroy Okambawa. Installé au cœur de la Nyebitiassa depuis des siècles, le peuple Krobu, une population riche de sa diversité culturelle et touristique. À la rencontre de cette communauté, notre voyage nous a conduits à Ores Krobu. Un grand village qui rassemble plus de 10 000 habitants. Ici, le vivre ensemble est une réalité et cette cohésion se matérialise chaque dernier dimanche du mois de juillet avec la célébration du Yepri ou encore la fête de l'igname. Il y avait une grande famille qui se vissait dans le peuple et l'un des chasseurs les plus anciens, étant en brousse cherchant les gibiers, a découvert un génie qui lui a montré les tubercules. La terre était tellement gonflée et il lui a dit que c'est de la nourriture, oui, c'est de la nourriture qui est sur la terre, le sol. Et il a appris, il en a mangé, il est venu au village, il a partagé à ses frères et on lui a demandé comment ça se passe. Et il leur a dit, on fait des buts et on prend l'écorce de l'igname, soit la tête, on enfoue dans le sol. Sa consommation répond à des codes bien précis. Voilà le premier rite. Et quand on enlève, le papa prend sa machette. Il dit, au dom gagnant, boye boyene bere, n'est pas ni dit kurubu manye, au pas dit. Bona boudumodi, ngana nekosone dit. Watroboui. Ça veut dire, Dieu créateur, toi qui nous as donné l'igname. Et c'est toi qui dois manger en premier lieu avant que nous puissions manger. Viens prendre pour toi. Que la terre soit bénie et que le sol fructifie encore. Tes frères sont on n'est pas émis si fano. Dans les cours, tôt le matin, ce sont les femmes qui s'attellent à la cuisine. L'igname récolté la veille est épluché, bouilli, puis mijoté à l'huile rouge. Un véritable festin des grands jours. Mais avant de passer à table, la bénédiction des mânes. Amen. Puis vient le moment de partage. Un festin à ciel ouvert où toute la communauté est invitée. C'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, d'exprimer notre reconnaissance d'abord à nos ancêtres et en même temps permettre aux enfants du village qui peut-être n'ont jamais foulé de venir une fois au moins au village. Au-delà de la tradition, le Yepri est aussi un moment de retrouvailles et de développement. Initié par la MUFOC, la mutuelle des filles et fils d'Ores Krobu, cette année, l'accent est mis sur l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. C'était l'occasion choisie pour montrer le mixage entre nos us, nos coutumes, nos pratiques et le développement. Pour faire comprendre aux gens que nos coutumes ne sont pas décalées des réalités de la vie de nos peuples. Et quand on parle de développement, on a une projection vers l'avenir avec tous nos jeunes frères, nos enfants, donc contribuer à leur épanouissement et à leur formation pour que demain la relève soit assurée. Le Yepri est vécu comme une fête de réjouissance par excellence, de communion totale avec l'esprit de nos ancêtres. Et donc, comme un moment important du renforcement de la cohésion sociale. Cette 10e édition bénéficie du soutien du ministre délégué chargé de l'enseignement technique. Élevé au rang de chef traditionnel du nom de Bomiak Bogode, Jean-Louis Moulot appelle à l'union autour des actions de développement dans ce village. En célébrant la nouvelle igname, le peuple Krobu accomplit un acte de foi
et de reconnaissance. Le Yepri nous rappelle également que la patience, la gratitude et la fidélité à nos valeurs demeurent les fondements de toute prospérité durable. Ce message, nous devons ensemble le porter dans tous les segments de notre vie individuelle et collective. À Aurès Krobou, entre tradition et développement, le Yepri nous apprend qu'un peuple peut rester fidèle à ses racines tout en construisant l'avenir. Et voilà, c'est ici dans l'Agnébitiassa que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé à sa réalisation. Et puis, excellent 8e mois à toutes et à tous. Surtout, très bonne suite de programmes sur RTI 1.